Leur métier, dragon, c'est-à-dire pilote d'hélicoptère à la sécurité civile en France. Ils appartiennent au groupement aérien, 300 hommes au total, dont 180 navigants, pilotes et mécaniciens venus de tous les horizons. La rapidité de l'hélicoptère, ses possibilités de contact avec des lieux isolés ou inaccessibles, sont en matière de secours des avantages précieux que le ministère de l'Intérieur va mettre à profit en 1954. Nos dragons volent aujourd'hui sur des Alouettes 3, après avoir piloté depuis 30 ans sur les premiers Bell, puis les Alouettes 2. Leur vocation, le secours et l'assistance au service de la nation. Un appel au secours, une alerte pour se rendre sur les lieux d'un accident ou bien pour transporter un malade en urgence de son domicile à l'hôpital le plus proche, voilà ce qu'on appelle un primaire. Un incendie de forêt a éclaté dans la région de Coulommiers. Nos dragons doivent y transporter un commandant de sapeurs-pompiers qui prendra sur place les dispositions nécessaires. Qu'est-ce que l'on voit? Le combat contre un incendie de forêt se décrit en langage militaire, attaque, front, aile, arrière, stratégie, tactique.
À notre arrivée, le feu était déjà circonscrit et cette mission était, comme c'est souvent le cas, une intervention de routine. Ok, ok, Ponto. Pas de problème. À moins que vous, d'en haut, vous découvriez un deuxième. Base de Paris, bonjour. Allô? Oui. C'est un atterrissage pour où, s'il vous plaît? Pour Melun. Pour Melun. Vous voulez un décollage tout de suite? Ou hélicoptère en attente? Décollage immédiat, entendu. C'est la destination de Melun, c'est pour récupérer un militaire rapatrié au Val-de-Grâce. Entendu, je préviens l'équipage. Au revoir. Oui. Base de Paris, bonjour. Oui, c'est pour un sanitaire Melun. Ok, on y va, dis-leur qu'on arrive. Si tu as l'autorisation du CCOT, ça doit marcher. Allô, docteur? Oui, c'est nécessaire. Pour la mission de Melun, c'est ok. Les questions météo, c'est bon. On y va. Merci. Jean, laquelle nous prenons? Delta India, 458 de Coco, est-ce que ça te va? Ok, ça marche. Bon, bah je fais les filtres et on s'en va. Hein. Ok, en route, je n'ai pas oublié de mettre la maison sur le répondeur. On voit la mi-jambe. Et c'est bon. C'est bon, Gérard, de mon côté. Hein. Ok. Ok. Bon, c'est ok, on peut y aller, hein, pas de problème. Tu fais la mise en route, hein, je fais la sécurité. C'est comme dans la chasse. Ok, ça baigne, tout marche. Vas-y, pompe, ok. Hein. C'est bon. C'est bon, Jean? Ouais, je te dirai quand ça pisse. Ok, tu peux y aller. Jean, tu me passes sur 118.7, s'il te plaît. Un hélicoptère qui traverse un aéroport
est tenue de faire un stationnaire et d'attendre le feu vert de la tour de contrôle. Elle lui permettra de traverser la voie avec les mêmes codes aériens qu'un avion qui décolle ou qui atterrit. Ce soir, vous aurez Je passe sur 111.2 et 118.7. 111.2, 118.7, ok. Henri, rebonjour mademoiselle. Le Delta India retourne sur Paris pour croiser vos axes. Destination Val-de-Grâce. Reçu. Je rappelle en vue de l'installation. Henri, Delta India en mesure de croiser au sud des installations. Reçu pour Delta India, je rappelle les axes libérés. Une Alouette 3 consomme 200 litres de carburant à l'heure, pour une autonomie de 2h30. À charge utile de 940 kg, elle permet de transporter 5 passagers ou 2 blessés couchés et leur accompagnateur médical. Son rayon d'action est de 200 km. Il est donc nécessaire de faire le plein de carburant après chaque mission. Munie d'une turbine de 400 chevaux, la vie d'une Alouette 3 peut être illimitée, mais pas celle des 10 000 pièces mécaniques qui la composent, ni celle de son moteur. Et l'on peut considérer qu'à chaque heure de vol correspond 1 heure de révision. C'est le tribut de la sécurité du pilote et de ses passagers, auquel l'on peut ajouter le prix global d'un appareil qui revient environ à 4,5 millions de francs lourds. Toutes les 400 heures de vol, une Alouette 3 passe en révision. Les 29 hélicoptères basés en France sont révisés à l'atelier central d'Issy-les-Moulineaux et toutes les 2400 heures, chaque appareil est entièrement mis à plat et révisé pièce par pièce systématiquement. On fera tout pour éviter le crash, la faute mécanique est pratiquement inexistante. Quand il y a faute, elle est humaine. Elle dépend de la forme du pilote. Et pour faire face à toute éventualité, les pilotes sont contraints à un exercice périlleux mais banal pour eux,
Turbine arrêtée, tout à coup en plein ciel, l'appareil se laisse tomber vers le sol, légèrement freiné par le rotor, dont les pales ont été inversées. On appelle cela autorotation. La trajectoire est toujours bonne, non dérapage sol. On commence le flair. Le soutien. Remise à plat. On continue à soutenir, bien à plat. Les roues touchent. Le pas vers le bas. On tire le frein. Ok, pas cassé, c'est gagné. On choisit des équipages volants, dans la police, les sapeurs-pompiers, les CRS et même le civil. La demande est nombreuse, mais les postes à pourvoir de plus en plus limités. Qui recrute-t-on en priorité? Étant donné les difficultés des missions que nous sommes appelés à effectuer, nous donnons la préférence pour le recrutement à des pilotes ou à des mécaniciens qui ont déjà une certaine expérience. Ils ont acquis cette expérience dans la vie civile ou plus généralement dans l'armée, et nous les recrutons avec un minimum de 1000, plutôt 2000 heures de vol. Ils sont alors recrutés soit directement comme contractuels, soit ils entrent dans la police qui les met à notre disposition. Si les interventions sont nombreuses dans la région parisienne, elles n'en sont pas moins spectaculaires en haute montagne. Dragon 7 pour Grenoble. La vocation, d'abord c'est une vocation aéronautique. J'ai depuis tout petit eu envie de voler. J'ai réalisé mon rêve dans l'armée de l'air lorsque j'ai obtenu mon brevet de pilote d'avion à l'âge de 21 ans. Et ensuite, eh bien, je me suis recyclé sur hélicoptère, et plus précisément comme pilote de montagne et avec la vocation de secours. Votre métier est donc très dangereux. Il est dangereux si vous voulez, mais il faut partir quand même du principe que ce danger, enfin les risques, il faut les calculer et arriver au maximum sans dépasser certaines limites qui engageraient la sécurité. Alors ces dangers sont inhérents à la montagne, dangers causés par l'altitude, par la diminution des performances de l'appareil, par l'aérologie particulière de la montagne, par les dangers objectifs tels que les chutes de pierre par exemple, et évidemment la faute humaine. C'est celle-là qu'il faut minimiser au maximum. Si on méprisait le danger ou si seulement on se mettait à l'ignorer, là ce serait vraiment dangereux pour nous. Il faut toujours garder conscient à l'esprit tous les risques que constitue la montagne, parce que le risque ne vient pas du vol proprement dit, enfin de l'hélicoptère, il vient de la montagne. C'est un métier d'équipe, surtout lorsque on fait un treuillage. Le treuillage c'est une équipe qui travaille. Le treuil est placé à gauche, comme vous avez pu le voir. Le pilote est donc aveugle, il ne voit pas ce qui se passe dessous. Et c'est un dialogue permanent entre le mécanicien treuilliste et le pilote. Eh bien, le mécano, en quelque sorte, on peut dire que c'est les yeux du pilote, dans le cadre du secours proprement dit, puisque c'est lui qui indique la distance à franchir par rapport à la victime à récupérer. Et donc, c'est un dialogue constant entre nous deux. Il faut passer de l'ère du secourisme à l'ère de la réanimation. Il ne s'agit plus d'arracher le plus rapidement possible un blessé à la paroi pour l'emmener le plus rapidement possible toujours à l'hôpital. Je pense que les gestes qui sont faits sur le terrain, les soins qui sont dispensés sur le terrain par un médecin réanimateur muni d'un matériel adapté sont très importants pour la survie du blessé et surtout pour sa réinsertion dans la société. À mon sens, on ne peut juger de la réussite d'un secours en montagne que plusieurs mois après l'intervention proprement dite et les fonctions de la réinsertion sociale, familiale et professionnelle de la victime. Et là, la médicalisation a apporté beaucoup de choses. Complément indispensable des pilotes, les guides CRS ou pompiers ont une formation de secouristes de montagne et ils assistent admirablement le médecin du SAMU que le pilote retourne chercher après avoir dégagé le blessé de la zone dangereuse.
Ça, en secours en montagne, on côtoie de très nombreux drames, c'est certain. Et on s'endurcit, mais on ne s'habitue jamais. Les satisfactions, eh bien, satisfaction du pilote qui aime voler, surtout en montagne. C'est quand même toujours aussi passionnant, et je pense qu'un pilote n'arrivera pas à se lasser. Les satisfactions se situent également au niveau humain, lorsque le secours est parfaitement réussi. Quelques désillusions, quelques difficultés lorsque nous n'arrivons pas, pour des raisons techniques ou météorologiques, exactement là où nous voudrions parvenir, c'est-à-dire à réaliser le secours dans un minimum de temps, ou lorsque, hélas, et ça arrive quand même relativement souvent, nous arrivons trop tard. Ce qui fait un des attraits du secours en montagne, c'est que nous sommes absolument sans routine. La routine n'existe pas pour nous. Un métier lucratif. Bien, nous sommes des fonctionnaires et nous touchons un traitement de fonctionnaires avec une prime de risque qui est mensuelle. La vie de famille, effectivement, est un peu perturbée par notre rythme de travail. En été, il n'est pas exceptionnel que nous décollions à 5 heures du matin pour nous poser ou pour rentrer à la maison à la nuit, c'est-à-dire vers 23 heures. Le rythme est très soutenu, certes, mais nous avons des compensations. Une des activités principales dans le massif, retrouver des rescapés surpris dans une avalanche. Et alors, on est par là, quoi. Oui, on est parti du refuge, on a monté là-haut. On cherche 3 personnes là. Et je considère que c'est le défaut de la loi de Troyes, que de donner en toutes circonstances une impression de facilité. Cette impression d'ailleurs a sécurisé les montagnards qui partent du principe que quoi qu'il arrive, l'hélicoptère viendra les chercher, et ce n'est pas vrai. Il faut bien qu'ils comprennent que nous sommes soumis à des impératifs de technique et des impératifs météorologiques. Et même dans les conditions les plus difficiles, et nous seuls sommes à même de pouvoir en juger, l'hélicoptère donnera toujours tout de même une impression de facilité, et ce n'est pas absolument pas vrai. Nous effectuons chaque année un stage de survie en montagne. Il faut toujours imaginer la panne ou l'incident ou l'accident pénin qui nous immobilise en montagne. Il faut que nous puissions, avec du matériel et un entraînement minimum, pouvoir survivre au moins une nuit en attendant les secours. Et tous les ans, nous effectuons, pilotes et mécaniciens, un stage à Val d'Isère, stage de survie montagne, au cours duquel nous apprenons à nous déplacer, nous apprenons à construire un igloo, à nous mettre à l'abri et à utiliser le matériel dont nous disposons à bord de l'appareil dans l'éventualité d'une nuit en montagne. Créés en 1964, les secours en montagne ont sauvé des centaines de vies humaines. Mais malgré la rapidité d'intervention des dragons, 10 à 15 minutes depuis la base de Grenoble, on dresse encore un bilan catastrophique, plus de 40 morts chaque année. Les chiens de montagne ont été dressés pour retrouver les skieurs enlisés dans les avalanches. Mais malgré les moyens employés par les secours, hélicoptères, pisteurs, guides et chiens, leurs exploits épuisants ne sont pas toujours récompensés. Je considère que certaines peurs sont salutaires. Lorsque on arrive à un excès de confiance en soi, tout pilote devient dangereux. Et de temps en temps, il est bon d'avoir un rappel à l'ordre.
La peur n'est jamais une peur panique, bien sûr. Elle intervient rarement pendant l'action, je dirais même pratiquement jamais pendant l'action, mais c'est surtout une peur rétrospective et, je le répète, souvent salutaire. Les dragons de la base d'Issy-les-Moulineaux viennent de déposer un malade au SAMU de Créteil. Mais s'il reste souvent plusieurs heures sans effectuer de sortie, il leur arrive aussi d'avoir 2 ou 3 primaires simultanément. Une jeune femme vient d'être accidentée à son volant au carrefour d'une route de forêt. Elle est dans le coma. Un car SAMU est déjà sur place. Là encore, les soldats du ciel vont devoir arracher la vie aux secondes qui s'écoulent. À notre arrivée, la médicalisation a été faite. Il s'agit maintenant d'assurer au plus vite la réanimation. C'est pas évident pour le nez. Vas-y. Arrête. Essaye de l'arrêter. Oui, alors le bilan des lésions correspond à celui du mais aussi transporteur. Je viens de le voir. Bien. Il va attendre le scan. Oui. Il sera disponible à bord. Il y a quelques années encore, l'ambulance arrivait 30 ou 60 minutes après avoir quitté le lieu de l'accident. L'hélicoptère a fait ce trajet en 6 minutes. Grâce à ce délai minimum, aujourd'hui encore, une jeune femme va pouvoir survivre. Nom de code Papa Hôtel. Le professeur Pierre Huguenard a créé à l'hôpital Henri Mondor de Créteil un service de SAMU de pointe en liaison permanente avec la base d'Issy-les-Moulineaux.
Le SAMU de Créteil, ou plus exactement le SAMU 94, c'est-à-dire le SAMU du Val-de-Marne, fonctionne depuis 1972, fin 1972. Ça a été un des premiers, sinon le premier de la région parisienne. Maintenant, après 10 ans de fonctionnement, nous couvrons l'ensemble de la population du Val-de-Marne, c'est-à-dire 1 250 000 habitants. Bonjour. Bonjour. Accident. Au SAMU même, pour assurer l'écoute médicale, une bonne douzaine de médecins se relaient pour les urgences lourdes, autant de médecins généralistes, omnipraticiens pour les urgences légères. Quelle direction? Il y aurait des blessés graves. Oui, 2 blessés graves, bien. Quelle adresse, s'il vous plaît? Oui, alors 2 blessés graves, pas d'autres renseignements? Bien, d'accord, bon, bah écoutez. Bien, alors une personne incarcérée éventuellement. Bon, eh bien nous arrivons, hein, monsieur. Alors, accident de circulation, RN7, phase 382 avenue de Stalingrad. Il y aura éventuellement 2 blessés graves. Bien. Et une personne incarcérée. Bon, tu préviens le médecin régulateur. Bien, alors tu envoies la VLTT avec Guérini, l'infirmier anesthésiste et l'étudiant qui est en formation. Oui, allô? Oui, je t'appelle là au sujet de l'accident sur l'autoroute A4. J'ai fait partir une VL avec un médecin. Dès que vous avez une évidence, c'est bon.
Le SAMU apparaît aux premières urgences médicales et les pompiers ont désincarcéré la victime en un temps record. La base d'Issy-les-Moulineaux a été à son tour prévenue pour amener la victime la plus gravement atteinte en salle de réanimation. À notre métier, je crois qu'il faut que nous l'aimions pour pouvoir le faire correctement. Nous ne pensons pas au danger, sans ça, comme dans beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, où les gens ne pensent pas aux dangers qu'ils peuvent courir. Disons que le plaisir de faire notre métier est suffisant et nous suffit largement. Hein, c'est une joie, un plaisir. La troisième dimension, comme je vous disais, est quelque chose de magnifique. Avec la prime, je fais actuellement 12 000 francs. Bon, vous savez, il y a bien d'autres métiers qui prennent autant de risques. Vous prenez un sapeur-pompier, par exemple, et bien d'autres ne gagnent pas plus. Au même niveau, au même indice et au même grade. Et le mécanicien qui est à côté de nous touche encore moins, d'ailleurs. Nous prenons une semaine d'alerte du lundi au lundi. Et nous avons ensuite une semaine de repos. Et nous recommençons une semaine d'alerte et une semaine de repos, ce qui nous fait tout de même 2 week-ends par mois où nous sommes d'alerte. Il a ventilé comment là? Là il est à 15 de fréquence. Bon, qu'est-ce qui s'est passé donc? C'est un AVP sur l'autoroute A4. C'est un jeune homme de 21 ans. Mission accomplie pour la 3e fois aujourd'hui. Notre équipage regagne sa base, mais il y a eu dans le même temps plusieurs dizaines de primaires en France sur les 22 bases de l'Hexagone, comme nous en avons rencontré en mer à la base de Granville. Mélopée 61, Mélopée 6 qui vous écoute parler. Mélopée 6 de 61, on me signale un blessé sur le Fabien. La personne aurait fait une chute et est restée inanimée. Pourriez-vous intervenir? Oui, bien reçu, mais quelle est la position du Fabien? Il est actuellement dans le 300 du Roc, à environ 3 nautiques. C'est un bateau jaune-orange de 7 mètres de long. Alors à 3 nautiques du Roc dans le 300, ok, on arrive, on passe prendre le médecin, hein, tout de suite. J'aperçois le bateau.
Hein, c'est bon? Oui. Et je commence à dérouler le câble. C'est toujours bon. Ah, avance un petit peu. Il a attrapé la table? Non, pas encore, le sang n'y est pas. Ne bouge plus, c'est bon. Je commence à remonter. Bon, tu y es, je le dégage un peu. Hop, ça y est, le blessé a décollé du bateau. Bon, le mec... Oui. Bon, il remonte bien, il ne se balance pas. Ok, le blessé arrive bientôt. Je l'attrape. Je remonte dans la cabine. Je lui enlève la sangle. Bon, je referme la trappe. Je referme la trappe. La trappe est fermée. Je ferme la porte. Bon, c'est bon. Ok, la porte est fermée, on peut s'en aller. Ok, je refais un passage. Pour une péritonite, une blessure artérielle, une syncope, l'intervention de l'hélicoptère est souvent nécessaire. La survie d'un homme dépend souvent des précieuses minutes gagnées sur un terrain d'accès difficile. Bien, oui, bien sûr, peut être dangereux. Enfin, on limite les risques le plus possible. Le fait, bien sûr, de se prendre les pales dans un mât de bateau ou d'avoir une panne en hiver en mer, tomber en mer, tomber à l'eau en hiver, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rassurant. Mais on limite ce genre de choses le plus possible, bien sûr. Il vous arrive d'avoir peur? Pendant, jamais. Parfois, on se dit qu'on n'est pas passé loin, bien sûr, ça peut arriver, mais de toute façon, si on a un petit peu d'appréhension parfois en partant, en fonction de la météo ou des éléments qu'on a pour la mission qu'on va faire, pendant la mission, on n'y pense pas, on n'a pas le temps d'y penser. La hantise des pilotes en mer, c'est le crash. Bien, justement, pour parer à ces risques qu'on peut avoir en cas de crash en mer, on est entraîné régulièrement, chaque année d'ailleurs, par des stages qui se déroulent à Nice, et qui sont organisés par les sapeurs-pompiers de Nice, à des exercices d'évacuation d'hélicoptères qui se crachent, une cabine qui est projetée dans l'eau. On attend qu'elle soit immergée totalement et on évacue la cabine. Ces immersions, c'est pas tellement une question de profondeur, je crois que c'est une question de durée, parce que lorsqu'un hélico se crache, le rotor s'arrête pas immédiatement. Alors, il faut éviter de paniquer, de sortir tout de suite, au risque de se faire faucher par les pales. Il faut attendre que le rotor soit bien arrêté, que la cabine soit bien immergée. À ce moment-là, on l'évacue. Donc, c'est surtout une question de temps. Les activités principales sont en mer la recherche des plaisanciers disparus, le treuillage de marins au-dessus de chalutiers, des touristes enlisés dans la baie du Mont-Saint-Michel ou suspendus aux abords des falaises. Là encore, plusieurs centaines de primaires chaque année.
Si le treuillage est difficile au-dessus d'un chalutier, il est très risqué d'envoyer un médecin sur le pont d'un bateau. Dans la plupart des cas, comme pour le sauvetage des pêcheurs dans la baie, on préfère ramener la personne à bord de l'appareil, puis effectuer ensuite la médicalisation. Depuis 30 ans, les dragons de la sécurité civile ont sauvé des milliers de vies humaines. Les noms de Murcia, Germont, Julian, Bourgeot, Graviou, Delépine ou Aubert resteront sans doute inconnus des gens qui ont été sauvés ou rapatriés par ces hommes courageux. L'efficacité du procédé d'intervention rapide ne peut être mise en doute dans ce combat obscur contre la montre, contre la mort. Il faut 10 ans pour fabriquer ces hommes-là. Des hommes sûrs, connaissant parfaitement leur métier, des hommes sur lesquels on peut compter.